Mais merci de m'avoir permis de vous rencontrer ce matin et de réfléchir de nouveau sur ce sujet. Alors, c'est vrai, en première approximation, la psychiatrie a disparu dans le puissant fond de la santé mentale. Il n'y a qu'à se promener à droite et à gauche. Sur la planète, maintenant, il y a des Institutes for Mental Health. Et récemment, j'ai une collègue au Pakistan qui monte une structure de pédopsychiatrie et elle l'a appelée une structure de neurosciences cliniques. Donc, il y a de la santé mentale où il y a des neurosciences cliniques, il n'y a plus de psychiatrie. Alors, que dans la société, les gens, ils hésitent à prononcer le mot psychiatrie, c'est historique, ce mot gratouille, voilà, mais même les psychiatres ne prononcent plus le mot psychiatrie. Donc, c'était la fin. Et alors, en fait, ça résiste, la psychiatrie résiste. Alors, elle résiste d'abord de façon évidente, mais non dite, c'est que quand vous avez des grands promoteurs de la santé mentale ou des neurosciences qui ont un proche qui ne va pas bien en termes psychiatriques, ils ne vont pas voir un neuroscientifique ou un travailleur social ou un neurologue, ils vont voir un psychiatre. Donc ça marche encore, on sent que quand même, à un moment donné, on a conscience que c'est bien de là que ça se passe, même si on ne le dit pas. Alors ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la pandémie. Vous avez vu, on a retrouvé l'usage du mot psychiatrie. Donc on voit que c'est comme si, quelque part, nous tous, nous voulions dissoudre la psychiatrie dans autre chose, y compris nous, psychiatres, hein, mais qu'il restait quelque chose sans arrêt qui résistait et que ça ne marchait pas, quoi. Alors, du coup, ce que je vous propose de réfléchir dans les 20 minutes qui me restent, de réfléchir, est-ce que c'est une bonne idée de dissoudre la psychiatrie dans autre chose, quoi, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, moi, en parlant avec pas mal d'internes, il y a des internes aujourd'hui qui se demandent finalement ce que c'est que la psychiatrie, hein, tellement que ça ressemble à la neurologie, les neurosciences, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut abandonner ce concept, ou est-ce que finalement, comme elle résiste, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'important? Alors, la santé mentale, on a vu la définition tout à l'heure donnée par l'OMS qui ressemble beaucoup, cette définition ressemble beaucoup à la définition de la santé. Hein. Et alors finalement, cette histoire de santé dont tout le monde rebat les oreilles, ça vient d'où? En fait, c'est une préoccupation humaine relativement récente. Mais elle est à la base d'un invariant anthropologique très fort. Vous avez remarqué, partout sur la planète aussi, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, vous lui dites comment ça va. On se dit toujours comment ça va. Et alors que la réponse à cette question est très compliquée. Comment ça va dans ta vie? Mais on va dire ça va. Et alors, en fonction du ton qu'on a, ça va être plus ou moins. Alors pourquoi on pose toujours cette question, comment ça va? Pour deux raisons. La première, c'est le support social, c'est-à-dire je fais attention à toi, et si tu me dis que ça ne va pas, alors je vais t'aider, parce que nous sommes des individus sociables, et nous savons que nous avons intérêt mutuellement à nous soutenir. Et ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'il faut se méfier des gens qui ne vont pas bien. Et vous avez remarqué, si quelqu'un vous dit « Ah, ça ne va pas », oh là, est-ce que je m'occupe de toi ou est-ce que je te laisse de côté, des fois que ça soit contagieux, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort, s'intéresser à la santé de l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'il va ou est-ce qu'il ne va pas, c'est quelque chose d'anthropologiquement très important. Et en fait, il y a une espèce de syllogisme qui dit que je te demande si ça va, si tu dis que ça va pas mal, c'est que tu vas bien. Et puis voilà, donc tu es en bonne santé. Et c'est important que je sache si tu es en bonne santé pour ma santé à moi. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de le définir. On voit bien que c'est compliqué, hein, mais il n'y a pas besoin de le définir. C'est juste une question de logique et de vivre ensemble. Alors, ce qui s'est passé, et c'est récent, que cette histoire de santé préoccupe tout le monde, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu riche. Vous avez vu où on est, c'est fantastique, il y a des ordinateurs, il y a des beaux meubles, vous êtes arrivé en tram ou en voiture, c'est tout ça, vous êtes bien habillé, vous avez bien mangé ce matin, etc. Nous sommes riches, ça dégouline de richesse partout,
Et du coup, ça va tout le temps. Ça va tout le temps. On n'a pas à se plaindre. Et le problème, c'est que, une fois que tout va bien, c'est quand même, la vie est un peu compliquée. Alors heureusement, on a, comme on est très riche, on a une société de consommation et on a de la publicité qui nous dit, regardez comment vous pourriez être bien. Et on va acheter des trucs, on veut être bien sans arrêt, c'est vraiment l'objectif de devenir bien. Voilà, il faut être, et de là, ces espèces de définitions de l'OMS, de la santé, cette espèce d'orgie de bien-être, d'addiction au bien, etc., qui dégouline de partout, alors que c'est absurde. Souvenez-vous quand même ce que nos anciens Grecs classiques, qu'est-ce qu'ils disaient du bonheur? Ils disaient c'était la vertu, bon alors ça c'est quand même, c'est un peu has-been, mais ou alors manger une figue et un verre d'eau fraîche. Bon, c'est... Donc nous, on n'est plus du tout dans ce truc. Hein. Nous, il faut que ça soit fort, etc. Il faut qu'il y ait... Et donc, il y a certains auteurs qui disent que la santé, en fait, c'est une espèce de concept complètement dérivé du capitalisme et du libéralisme. Voilà, il faut consommer, etc. Je ne vote pas pour la NUPES, etc. C'est pas, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais c'est vrai que ça fait un peu sens. Hein. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ça marche pas. Ça marche pas, c'est qu'on a beau être riche, on a beau croire qu'on va bien et qu'on cherche à avoir une voiture, etc. En fait, nos enfants nous font chier, notre mari a mal vieilli, notre sexualité, on n'a jamais réalisé qu'on était bisexuel et le jour où on est mort, c'est fini. Enfin, tout fondamentalement, au fond de nous, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, nous sommes riches et névrosés. C'est-à-dire qu'on refoule le fait que ça ne va pas. On refoule le fait que ça ne va pas, et ça se traduit. Il y a une sociologue, Eva Illouz, qui a écrit un livre sur les happycraties, en décrivant un nouveau trouble. C'est pas le trouble du deuil prolongé, c'est les happychondriaques. C'est très beau, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont heureux, mais alors très heureux, mais ça sonne complètement faux, tellement qu'en fait, ils sont malheureux, quoi. Et donc, voilà, la santé, ça a à voir avec cet espoir d'apicratie, où il faudrait être bien sans arrêt. Alors, vous me direz, la santé mentale, là-dedans, la santé mentale, c'est que, certes, en fait, si ça marche pas, la santé, c'est-à-dire si on va bien, mais qu'on n'est quand même pas comme le voudrait l'OMS, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ce problème, il n'est pas dans notre corps, puisque en fait, ça va bien notre corps, puisqu'on a bien mangé, etc., on est bien soigné. Si la santé, ça ne marche pas, où est le problème? C'est dans l'esprit. Donc il y a un problème de santé mentale. Et d'ailleurs, l'OMS, la définition de la santé mentale de l'OMS, c'est 2001, c'est drôlement récent, c'est pas après la Seconde Guerre mondiale, c'est le début du XXIe siècle, où finalement on dit, oui, peut-être que la santé, ça suffit pas, peut-être que dans notre quête d'autre chose, il y a la santé mentale. Et puis c'est sûrement venu aussi en parallèle à ce qu'on appelle une transition épidémiologique, où vous savez que dans nos sociétés, en fait, on meurt quand on est vieux, quoi. Grosso modo. Et qu'est-ce qui résiste en termes d'années de vie perdues de qualité? C'est les maladies psychiatriques. C'est une réalité épidémiologique. Et donc ça, plus toutes ces histoires de bien-être, ça fait que la santé mentale est arrivée en 2001 et que tout le monde en parle parce que ça devient une obsession, parce que c'est ça qui reste pour pouvoir avoir le fantasme de se réaliser et de devenir bien un jour. Alors donc, comme vous le réalisez, bien sûr, tout ça est complètement foireux, ça ne tient pas la route, et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucune définition de ce que c'est vraiment la santé, et que bien sûr, les définitions qui vous sont proposées sont absurdes. Alors, Norman Sartorius et son équipe, et la European Psychiatric Association, a essayé de donner une autre définition de la santé mentale qui serait quand même plus proche de ce que nous, on ressent. C'est un état dynamique d'équilibre interne. État dynamique d'équilibre interne, c'est peut-être mieux, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Si on est en équilibre, est-ce que c'est dynamique? Enfin, on voit bien que si on fait de la méditation de pleine conscience sans arrêt, finalement, c'est pas si bien que ça, et que finalement, être un peu speed et être un peu mal, c'est pas si mal, et enfin, vous voyez, on sent bien que ça marche, on n'y arrivera pas.
Voilà. Donc il faut arrêter de parler de santé mentale, ou alors juste autour d'un verre de vin pour parler de la vie, mais c'est pas sérieux, et en particulier, nous psychiatres, il faut quand même qu'on ait conscience que la psychiatrie, ça n'a rien à voir avec la santé mentale. Hein. S'occuper d'un patient qui a un état psychotique aigu, ça n'a rien à voir avec rechercher le bien-être de façon disproportionnée, c'est complètement différent. Alors, après la psychiatrie, bon, alors finalement je vous dis que ça n'a rien à voir avec la santé mentale, mais alors du coup la psychiatrie c'est quoi? Eh bien je crois que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce que c'est. Voilà, alors vous me direz je suis pédopsychiatre, vous savez qu'en ce moment nos relations avec la psychiatrie d'adultes sont un peu compliquées, ça s'arrange, que c'est vrai que d'ailleurs notre métier n'est pas tout à fait le même, notre définition du patient n'est pas tout à fait la même, parce que vous voyez, vos patients en général vont mal, ben, en général nos patients quand ils arrivent, si on leur demande s'ils vont mal ou pas, en fait ils vont pas si mal que ça, c'est l'entourage qui va mal. Vous voyez, déjà on voit que, mais en fait pour vous aussi, si on y réfléchit bien. Donc on voit qu'il y a des nuances et que ben, ces nuances font qu'on a un peu de mal à définir. Donc dans les 11 minutes qui me restent, je vous propose de réfléchir à, finalement, ben, si la psychiatrie résiste, tant mieux, c'est nécessaire puisque la santé mentale, ça ne tient pas la route, mais si ça résiste, finalement, c'est quoi ce qui résiste? C'est quoi? Alors, la psychiatrie, quand même, là où on est à peu près d'accord aujourd'hui, et c'est vrai sur toute la planète, c'est que c'est une discipline médicale. Et ça, c'était pas évident, comme on va le voir. Donc c'est une discipline médicale. Et là, la question, c'est qu'est-ce que la médecine? Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des philosophes qui se sont intéressés sur la définition de la médecine, ce qui n'est pas évident. Et il y a une philosophe française, Élodie Giroux, qui est à Lyon, qui travaille beaucoup sur ce sujet, qui a des papiers en français extrêmement agréables à lire, je vous recommande, on peut les télécharger sur Internet. Et alors, je ne vais pas dire ce que disent ces papiers, parce que ce sont des travaux de philosophie, je ne suis pas philosophe, je vais juste vous dire ce que ça me fait penser à quoi. Donc, ce que j'interprète de ce qu'elle dit, c'est qu'il y a deux courants importants. Un courant très français qui vient de Georges Canguilhem, qui est subjectiviste, c'est-à-dire que la médecine, ça s'occupe des gens qui souffrent. C'est-à-dire que le médecin, c'est celui qui répond à la plainte d'un patient, c'est-à-dire je suis malade le jour où je me sens suffisamment mal pour sonner à la porte de quelqu'un qui va m'aider, et ce quelqu'un, sociologiquement, il s'appelle un médecin. C'est ça, son rôle social, c'est de répondre à une plainte qui est une plainte d'importance. Mais il y a un autre courant, qui est le courant fonctionnaliste. Alors, Canguilhem s'était opposé à Claude Bernard. Claude Bernard, c'est la vision physiopathologique, hein, c'est-à-dire que vous êtes malade quand il y a un organe qui dysfonctionne. Mais on voit bien que ça ne colle pas avec la rencontre avec le sujet. Hein. L'organe, ce n'est pas le sujet malade. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Mais il y a des philosophes qui disent oui, Canguilhem, quand même, il y a zéro fonction, c'est un peu fort. Et alors, donc il y a Bourse, qui est un philosophe nord-américain, qui est fonctionnaliste. Alors il dit, qu'est-ce que c'est un état pathologique? Il dit, c'est un état interne qui réduit une ou plusieurs capacités fonctionnelles en dessous du niveau d'efficacité typique. Avec la notion de design d'espèce, c'est-à-dire que nous sommes humains, nous faisons partie de l'espèce humaine, donc vous avez un cœur, deux poumons en principe, des reins, une vessie, etc., etc. Et le cœur, en fait, dans l'espèce, ça sert à pomper le sang, les reins, ça sert à épurer le sang, etc., etc. Vous voyez, il y a un design d'espèce, avec une espèce de pseudo-norme biostatistiques et qui fait que, à un moment donné, il y a des processus pathologiques qui font qu'on va avoir une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque et on va être malade. Et donc il y a une tension, comme il y a un débat chez les philosophes. Est-ce que la médecine, elle a comme objet fondamentalement de répondre à la plainte d'un patient, ou est-ce qu'elle a comme objet de lutter contre la perte d'une fonction? Alors le débat est ouvert. Sauf qu'en psychiatrie, le débat n'a jamais été ouvert, il a été fermé tout de suite. En psychiatrie, tout le monde considère que l'approche est fonctionnaliste. Alors ça vous choque, mais depuis Platon
Platon, il dit, alors je vous recommande le livre de Jacques Pigeot sur les maladies de l'âme dans la tradition antique, extraordinaire de voir sur 600 pages comment on voyait à l'époque ce que nous on appelle la psychiatrie. Ça remet les pendules à l'heure. En tout cas, Platon, il dit, la maladie de l'âme, c'est, il faut en convenir, la déraison. L'une est la folie, l'autre l'ignorance. Voilà, 2500 ans. Et alors, d'ailleurs, ça a posé la question, à l'époque, qui doit soigner la déraison? Et là aussi, ils n'étaient pas tous d'accord. Hippocrate, il dit, les maladies de l'âme, c'est pour le philosophe, les maladies du corps, c'est pour le médecin. Mais en fait, il y a un médecin romain, Cælius Aurelianus, qui, quelques centaines d'années après, il dit, oui, mais enfin bon, aucun philosophe n'a jamais soigné un maniaque. Alors, le mot manie n'avait pas tellement le même sens, mais pas si loin que ça, et ce qui est vrai, aucun philosophe n'a jamais soigné un accès maniaque, on est bien d'accord. Donc, on voit que, néanmoins, le philosophe, vous savez, à l'époque, c'était les premiers psychothérapeutes. On voit où se situe la psychiatrie. D'un côté, on parle, de l'autre côté, il y a quand même des maniaques. Bon, et on est entre les deux, et en fait, donc c'est Claude Quetel qui a écrit l'histoire de la folie, qui dit que c'est Pinel qui a décidé que, enfin le jour où Pinel a fait tout ce que vous savez, eh bien la psychiatrie est rentrée dans la médecine, et ça sur toute la planète. Sur toute la planète aujourd'hui, les psychiatres sont des médecins, mais ça aurait pu ne pas être le cas, en tout cas les sociétés l'ont fait comme ça. Et puis, là où on enfonce le clou, c'est avec les neurosciences cognitives. Avec les neurosciences cognitives, appliquées aux maladies psychiatriques, eh bien, on est complètement dans une approche fonctionnaliste. Puisque le paradigme cognitif, c'est le sujet pensant est un système traitant l'information et il est malade quand le système de traitement de l'information dysfonctionne. Et on est complètement avec la définition de Bourse. Donc, autant de notre histoire que des neurosciences cognitives, la psychiatrie, c'est fonctionnaliste. Ben, le problème, c'est que c'est faux. C'est faux, c'est pourquoi? Ben parce que dans la réalité clinique, nous ne soignons pas des fous. Nous soignons des gens qui souffrent. C'est juste la réalité. Quelle est la réalité de votre métier quand vous faites des entretiens? Quand vous faites des entretiens psychiatriques, vous écoutez la souffrance des gens. C'est juste ça. Et c'est absolument pas de lutter contre leur déraison. C'est avant tout d'écouter leur souffrance. Et en fait, c'est la société qui nous impose de considérer que nous prenons en charge la déraison. Alors pourquoi? Et c'est d'autant plus absurde que autant on peut dire que le cœur a une fonction, les reins ont une fonction, etc., etc., autant est-ce que le cerveau a une fonction? Est-ce que vous croyez qu'un artiste contemporain, un inspecteur des impôts, un footballeur professionnel, est-ce que vous pensez que leur cerveau a la même fonction? Est-ce que même quand vous allez au Japon, vous avez l'impression que notre cerveau a la même fonction? Alors oui, de voir où est une pomme sur un arbre, de la prendre pour la manger. Ça, effectivement, on partage ça en commun. Mais enfin, il y a aussi les primates, et puis les girafes, enfin, etc. Mais ce que c'est que le cerveau d'un humain, la fonction d'un cerveau d'un humain, il n'y a pas de design d'espèce, c'est tellement varié, et c'est ça qui nous permet d'être très forts, c'est que nous sommes différents et nous nous complétons dans ces différences. Non, mais, et alors là, il y aurait beaucoup à dire, en fait, non, mais bien sûr qu'il n'y a pas de design d'espèce, mais nous avons besoin de nous sentir un peu similaires les uns aux autres, parce que si nous sommes trop différents, alors nous n'arrivons pas à vivre en société. Et c'est pour ça que la société nous demande de lutter contre la déraison, parce que si tout le monde déraisonne, alors il n'y a plus de société. On ne peut plus vivre ensemble. Si vous arrivez à un rond-point et que vous ne savez pas comment les gens y font pour prendre un rond-point, tout le monde s'encastre. Il faut que nous ayons tous la même façon de conduire les voitures et d'arriver sur les ronds-points. Eh bien, c'est pareil. S'il y a trop de gens qui sont différents, la société ne marche plus, et c'est pour ça qu'on dit que c'est de la folie. C'est horrible. Et la folie a toujours été considérée comme quelque chose d'horrible, comme le péché. Ça aussi, c'est ce que dit Claude Quetel, le diable, le péché, la folie, c'est tout ça. Et donc, on voit bien que c'est terrible, et on va dire aux psychiatres de s'en occuper. Alors que, je vous le disais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors bien sûr, la déraison poussée à son extrême conduit à une souffrance. Bien sûr.
Et donc, par moment, nous avons à gérer la déraison, mais c'est par moment. Dans l'immense majorité des situations, comme on peut le dire, hein, vous prenez un anthropologue, vous le mettez dans la salle d'attente d'un psychiatre en libéral ou dans la salle d'attente d'un comptable, vous ne voyez pas la différence. Hein. Dans la salle d'attente d'un psychiatre, il n'y a pas de gens qui sont fous. Il y a des phobiques, des déprimés, ce n'est pas des gens fous. D'ailleurs, ils ressemblent aux gens qui sont en deuil, comme tout à l'heure. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Nous sommes psychiatres. Ah ben voilà, c'est un passage à l'acte. Nous sommes psychiatres, il doit plus y avoir... Ou alors c'est moi qui ai éteint. Ouais, il est vide. C'est bon. Donc, nous sommes psychiatres et il est quand même important que nous ayons conscience de ce qu'est notre métier, puisqu'on voit bien qu'en ce moment le problème se pose, puisqu'il y a de la santé mentale partout qui ne veut rien dire, que la psychiatrie résiste, mais qu'on n'est même pas d'accord ensemble ni avec la société sur ce que représente cette psychiatrie. La première constatation, c'est qu'un hémato-oncologue, il a toute légitimité pour définir ce que c'est qu'une leucémie et définir ce que c'est que l'hémato-oncologie. Eh bien, en psychiatrie, c'est pas pareil. À l'évidence, la société a aussi son mot à dire sur ce qu'est la psychiatrie. Elle le fait. Mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord parce que c'est nous qui voyons les patients. Alors, le premier point, c'est que, on l'a vu, la santé mentale, c'est un concept qui n'a aucune consistance, qui est juste une espèce de phénomène autour duquel les sociétés se cristallisent. Ok, c'est le problème des sociétés. Si les gens veulent être heureux comme ça, de façon un peu obscène, c'est pas notre problème à nous de soignants. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie, et il faut le dire. Ça veut dire qu'il faut arrêter, quand on est psychiatre, de parler de santé mentale. C'est pas ça qu'on fait. Alors, le deuxième point, c'est que, je pense vraiment que notre métier, c'est avant tout de répondre à la souffrance psychique des gens quand elle dépasse un certain seuil. Quand il y a une rupture dans l'existence d'un sujet du fait d'une souffrance qui est ressentie à l'intérieur du sujet, ce sujet relève de la psychiatrie et c'est ça notre cœur de métier. Ça n'est pas de s'occuper de la déraison. La psychiatrie, ça n'a rien à voir avec la folie. Merci pour votre attention.